À notre deuxième panel intitulé L'innovation au cœur des investissements. Un panel modéré par monsieur Sylvain Charat. Il fut directeur de cabinet d'Alain Madelin, ancien ministre français de l'économie et des finances. Et il dirige actuellement le Conseil Afrique-Maghreb, une structure spécialisée dans le domaine des relations institutionnelles et du développement économique. Accueillons monsieur Sylvain Charat. Bonjour, je vous remercie pour ce panel qui aura pour sujet l'innovation au cœur des investissements. Je vais faire une présentation succincte de nos différents panélistes. Madame Rebecca Enonchong, je vous remercie d'être ici. Vous êtes fondatrice et PDG du groupe Abstec, qui est une entreprise multinationale informatique spécialisée dans les logiciels pour les entreprises. Vous êtes présente sur 3 continents et vous avez des clients dans une 50aine de pays. Vous m'aviez dit que vous étiez surtout plus connu comme étant Africa Techie sur Twitter. Voilà, donc je voulais préciser ceci. Monsieur Oumar Toguyeni, qui est donc vice-président Afrique de l'Ouest de IAM Gold, qui est donc dans le secteur des mines. Vous êtes expert en exploration, développement de projets et production de ressources dans le secteur minier. Nous aurons l'occasion de développer ce sujet un petit peu plus profondément. Monsieur Jean-Luc Conan, qui est fondateur du groupe Compagnie Financière Africaine, dont vous êtes le PDG. Vous êtes aussi le vice-président de MJE Capital, qui est un cabinet d'ingénierie financière, et président du réseau CapDev, destiné à promouvoir la mésofinance sur le continent africain. Monsieur Didier Akwete, vous êtes donc le président du groupe AfriqueSearch, qui est un des premiers cabinets internationaux œuvrant dans le développement des ressources humaines. Et vous êtes présent sur Abidjan, Dakar, Douala, Lomé, Johannesburg, Paris. Vous pourrez aussi développer un petit peu plus tout ça. Et monsieur Stanislas Zézé, qui est le PDG de Bloomfield Investment Corporation, qui est basé en Côte d'Ivoire. Et vous avez des représentations au Cameroun. Et je tiens à préciser que Bloomfield est une des 4 agences de notation financière du continent africain. Voilà. Donc, avec vous, nous allons parler de ce sujet, de l'investissement au cœur des innovations. Il faut savoir que tout le monde considère aujourd'hui que l'Afrique, c'est une terre d'opportunités, c'est véritablement là où il y a le plus de choses à faire d'un point de vue business. Mais la question que je vous pose, et c'est celle sur laquelle nous allons débattre, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de différent au niveau de l'innovation en matière d'investissement pour que l'Afrique avance et aille encore plus loin. Donc je vais passer la parole à Stanislas Zézé afin qu'on puissiez nous donner votre point de vue dans le domaine de la notation financière. Le micro marche. Merci. Alors, tout le monde s'accorde à dire que, évidemment, l'Afrique est la nouvelle frontière d'investissement, l'Eldorado des investisseurs. Et tout le monde également s'accorde à dire qu'il y a quelques challenges. Quand un investisseur veut investir, il se pose 3 questions fondamentales. Quelle est l'opportunité d'investir? Quel est le retour sur investissement auquel s'attendre? Et surtout, quel est le risque de perdre son capital? Et justement, pour répondre à ces 3 questions, il y a eu une évolution assez intéressante d'innovation sur le continent, mais je vais, pour des questions de temps, me concentrer sur 3. Alors, la première, c'est l'introduction de la notation financière comme outil permettant justement de réduire l'asymétrie d'information qui existe entre les pourvoyeurs de capitaux et les demandeurs de capitaux sur le continent. Vous avez également la prolifération des fonds d'investissement, donc qui est une nouvelle façon en Afrique en réalité d'investir en ayant des gens qui rentrent dans le capital et donc qui prennent le même risque que le promoteur de l'entreprise, donc évidemment qui vont apporter leur réseau, qui vont apporter également leur expérience et leur argent. Et la troisième chose, c'est la bourse, le développement des bourses, donc l'accès à des capitaux beaucoup plus longs, justement pour permettre le développement de nos entreprises. Pour la notation financière,
nous avons remarqué, après à peu près 8 ans d'existence, que l'impact de la notation financière sur justement l'accès au financement pour les entreprises locales a été significatif. Dans ce sens où on se rend aujourd'hui compte que la notation financière a permis aux entreprises demandeuses de capitaux d'établir leur qualité de crédit. Donc leur capacité d'absorber des fonds et de justement les utiliser pour générer du cash flow et faire face à leurs obligations financières à court, moyen et long terme. Nous avons dans la zone UEMOA, par exemple, des exemples très concrets. Je prends l'exemple du port d'Abidjan, par exemple, que nous notons depuis 5 ans. Quand nous avons commencé à noter le port d'Abidjan, qui avait des difficultés à cause évidemment de la crise en Côte d'Ivoire, d'accéder à des financements, ils empruntaient à 12% avec la garantie de l'État. 5 ans après, évidemment, améliorer leur note, aujourd'hui, ils empruntent à 6, voire 5% sans la garantie de l'État. Donc, quand vous emprunterez 200 milliards pour un projet et que vous gagnez 800 points de base, parce que la garantie, ou 900 points de base d'ailleurs, parce que la garantie représente à peu près 300 points de base, évidemment, nous sommes en train de parler d'échelles d'économie extraordinaires. Donc, l'impact de la notation financière a été significatif, dans ce sens où aujourd'hui, évidemment, ça permet aux investisseurs d'avoir une meilleure visibilité. Ceci dit, nous avons adapté notre approche méthodologique, évidemment, pour prendre les réalités contextuelles dans lesquelles évoluent nos pays et nos entreprises. Nous n'avons pas fait du copier-coller, mais il s'agit de la même chose. À la fin de la journée, évaluer la capacité et la volonté d'une entité ou d'un pays de faire face à ses obligations financières, mais l'interprétation du risque vu de Paris ou vu de New York sur l'Afrique est différente de l'interprétation de ce risque-là de l'intérieur. Donc voilà la valeur ajoutée extraordinaire qu'apportent les agents de notation financière régionale sur le continent, qui maîtrisent mieux l'environnement et qui peuvent interpréter le risque de façon contextuelle. Pour les fonds d'investissement, ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, on a justement cette prolifération-là des fonds d'investissement qui ont compris, d'ailleurs les investisseurs aujourd'hui, enfin les entrepreneurs, les entreprises dans les pays ont compris aujourd'hui qu'il ne faut pas avoir peur d'ouvrir son capital. Évidemment, avoir quelqu'un qui rentre dans votre capital, qui prend les mêmes risques que vous, évidemment, il a intérêt à ce que la structure se développe rapidement. Donc, nous avons ces fonds d'investissement-là qui commencent à vraiment s'intéresser au continent parce que, forcément, le retour sur investissement est extraordinaire. Donc, plus ils prennent de risques, plus, évidemment, ils vont s'engager, permettre aux entreprises de se développer. Donc, on a cette innovation-là qui est extraordinaire. Le marché boursier, qui était un outil extraordinaire, justement, d'accès au financement, parce qu'il permet d'avoir des ressources longues. Pour le développement d'une entreprise, il faut généralement des ressources longues, ce que ne procurent pas généralement les banques. Donc évidemment, cet accès au financement, en réalité, sans maturité définie. Aucune bourse ne définit une maturité particulière. C'est le rôle des brokers, des sociétés de gestion d'intermédiation, de justement convaincre les investisseurs pour le type de maturité qu'il faut avoir. Donc voilà les 3 innovations de ces dernières années qui ont permis justement de modifier un peu la donne sur les marchés financiers et de permettre beaucoup plus de liquidités pour pouvoir développer les entreprises et développer l'investissement en Afrique. Merci. Merci. Merci Stanislas, et je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire avec Oumar dans le domaine minier en particulier. Sylvain, avant de parler d'innovation, je voudrais faire un peu l'état des lieux dans le secteur minier. Il est reconnu ce matin, plusieurs des intervenants ont parlé du secteur minier, du potentiel minier de l'Afrique. Bienvenue sur Africa 24. Le rebranding Africa Forum se poursuit ce 17 octobre à Bruxelles, capitale européenne. Un événement que vous suivez en direct et en exclusivité sur Africa 24. À présent, je vous propose de rejoindre l'un de nos envoyés spéciaux à Bruxelles, Paul de Singwe. Il est en compagnie de Tahir Hamid Nguilin, vice-gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC. Monsieur Hamid
Guiling de répondre aux questions d'Africa 24. Vous êtes le vice-gouverneur de la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale. Vous êtes l'un des invités de ce forum. Monsieur le gouverneur, quel regard portez-vous justement sur le rebranding Africa Forum? Merci beaucoup. Merci pour Africa 24 de nous donner cette opportunité. Aujourd'hui, comme vous voyez, nous sommes invités à ce forum organisé par Afrique Media, voilà, Africa 24 et Samori Media Connection. Il s'agit pour nous d'assister à une dynamique, à une manière de voir l'Afrique organisée par les Africains. Rebranding Africa, donner une nouvelle image de l'Afrique, la vraie image, l'actuelle image d'une Afrique qui bouge, façonnée par les Africains, qui compte sur eux-mêmes, et c'est un peu l'Afrique par les Africains et pour les Africains. Alors, je le rappelle, vous êtes vice-gouverneur de la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale. Justement, comment se porte l'économie dans cette sous-région au moment où la Centrafrique traverse une crise socio-politique et que le Cameroun et le Tchad engagent une grande partie de leur budget ou de leur économie pour faire face à la secte islamiste Boko Haram? Merci beaucoup. Disons que sur la décennie 2003-2014, l'Afrique centrale a été l'une des zones africaines les plus prospères, les plus dynamiques et les plus compétitives. Nous avons connu des taux de croissance très réconfortants. Cette année, en plus de ces événements que vous avez cités, nos États ont fait face à la chute des cours du pétrole. Et l'un mis dans l'autre, ça a eu un certain impact. L'impact est différent suivant les pays, mais grosso modo, nous anticipons un taux de croissance autour de 3% ou bien un peu inférieur à 3%, en sachant que les fortunes sont diverses entre États et que la situation sécuritaire est totalement en train d'être prise en charge et maîtrisée par les États, et que les élections vont se dérouler dans de bonnes conditions pour que l'économie reparte dans l'ensemble de nos pays en Afrique centrale. Alors parlons du franc CFA à présent, monsieur le gouverneur. La polémique sur l'arrimage à l'euro refait surface. Qu'est-ce que cet arrimage-là apporte justement au franc CFA? Est-ce que les États de la CEMAC ne peuvent pas s'en passer? Disons que les États de la CEMAC, il s'agit de leur propre monnaie. Et jusqu'à actuellement, notre monnaie remplie avec beaucoup de qualité, avec beaucoup de consistance. Sur les 40 dernières années, nous avons eu à faire le quarantenaire de la BEAC il y a quelques années. Nous avons fait le bilan en termes économiques de cette monnaie qui nous a permis d'avoir un taux d'inflation très acceptable, très bas, assez acceptable, et aussi permettre de réaliser les objectifs de balance de paiement, de couvrir tous nos échanges. Donc c'est ce qu'on attend d'une monnaie. Et c'est ça l'une des premières caractéristiques pour une économie monétaire et pour une banque centrale. Voilà, c'est ça la vision que nous avons pour le moment. Alors, vous êtes tchadien, d'où ma question. Votre pays a connu un essor de développement dans les années 2000, 2003, 2004, 2007. Mais depuis quelques années, ce pays traverse une petite crise économique. Comment comprendre cette crise et qu'est-ce qui est fait pour changer la donne? Merci beaucoup. Disons que le Tchad, depuis 2000, sur la décennie 2003-2014, sur les 11 dernières années, en dehors de l'année 2015, le Tchad fait partie du trio de tête des pays d'Afrique subsaharienne en termes de croissance. Donc le Tchad ne connaît pas de crise économique depuis quelques années. Cette année, avec la chute des cours du pétrole, le gouvernement fait face à un reflux des recettes, comme tous les gouvernements des pays producteurs, et il est en train de prendre l'ensemble des mesures nécessaires de financement, mais également d'économie
pour juguler cette situation et je pense que les choses se normalisent et entrent dans la bonne direction pour que l'économie reparte de plus belle en 2016. Pour finir, quelles sont les perspectives en zone CEMAC, monsieur le gouverneur? En zone CEMAC, nous sommes totalement et définitivement lancés dans l'intégration qui est la clé de voûte, qui est le seul chemin que nous estimons pour que nos pays soient compétitifs, pour qu'on ait un marché suffisant. Nos pays se connaissent de plus en plus, les jeunes voyages, la formation, le dynamisme. Il y a de plus en plus de routes sous-régionales, des corridors, des ponts qui se construisent entre les pays. Et Inch'Allah, l'avenir sera encore plus radieux pour les pays de la CEMAC. Merci, monsieur le gouverneur, d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci beaucoup pour Africa 24 et pour tout ce travail que vous faites pour l'Afrique. Après monsieur Taïd Hamid Nguiling, nous allons recevoir monsieur Moutangassi. Il est de l'agence des promotions des investissements et des grands travaux. Mais pour l'instant, vous pouvez le constater, la deuxième édition du Rebranding Forum suit son cours ici à Bruxelles avec les panels derrière nous. Monsieur Hamid Nguiling de répondre aux questions d'Africa 24. Vous êtes le vice-gouverneur de la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale. Vous êtes l'un des invités de ce forum. Monsieur le gouverneur, quel regard portez-vous justement sur le Rebranding Africa Forum? Merci beaucoup. Merci pour Africa 24 de nous donner cette opportunité. Aujourd'hui, comme vous voyez, nous sommes invités à ce forum organisé par Afrique Media, Africa 24. Voilà, Africa 24 et Samori Media Connection. Il s'agit pour nous d'assister à une dynamique, à une manière de voir l'Afrique organisée par les Africains, Rebranding Africa, donner une nouvelle image de l'Afrique, la vraie image, l'actuelle image d'une Afrique qui bouge, façonnée par les Africains, qui comptent sur eux-mêmes, et c'est un peu l'Afrique par les Africains et pour les Africains. Alors, je le rappelle, vous êtes vice-gouverneur de la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale. Justement, comment se porte l'économie dans cette sous-région au moment où la Centrafrique traverse une crise socio-politique et que le Cameroun et le Tchad engagent une grande partie de leur budget ou de leur économie pour faire face à cette islamiste Boko Haram? Merci beaucoup. Disons que sur la décennie 2003-2014, l'Afrique centrale a été l'une des zones africaines les plus prospères, les plus dynamiques et les plus compétitifs. Nous avons connu des taux de croissance très réconfortants. Cette année, en plus de ces événements que vous avez cités, nos États ont fait face à la chute des cours du pétrole. Et l'un mis dans l'autre, ça a eu un certain impact. L'impact est différent suivant les pays, mais grosso modo, nous anticipons un taux de croissance autour de 3% ou bien un peu inférieur à 3%, en sachant que les fortunes sont diverses entre États et que la situation sécuritaire est totalement en train d'être prise en charge et maîtrisée par les États et que les élections vont se dérouler dans de bonnes conditions pour que l'économie reparte dans l'ensemble de nos pays en Afrique centrale. Alors parlons du franc CFA à présent, monsieur le gouverneur. La polémique sur l'arrimage à l'euro refait surface. Qu'est-ce que cet arrimage-là apporte justement au franc CFA? Est-ce que les États de la CEMAC ne peuvent pas s'en passer? Disons que les États de la CEMAC, il s'agit de leur propre monnaie. Et jusqu'à actuellement, notre monnaie remplie avec beaucoup de qualité, avec beaucoup de consistance. Sur les 40 dernières années, nous avons eu à faire le quarantenaire de la BEAC il y a quelques années. Nous avons fait le bilan en termes économiques de cette monnaie qui nous a permis d'avoir un taux d'inflation très acceptable, très bas, assez acceptable, et aussi permettre de réaliser les objectifs de balance de paiement, de couvrir tous nos échanges. Donc c'est ce qu'on attend d'une monnaie. Et c'est ça l'une des premières caractéristiques pour une économie monétaire et pour nous, Banque centrale, voilà.
C'est ça la vision que nous avons pour le moment. Alors, vous êtes tchadien, d'où ma question. Votre pays a connu un essor de développement dans les années 2000, 2003, 2004, 2007. Mais depuis quelques années, ce pays traverse une petite crise économique. Comment comprendre cette crise et qu'est-ce qui est fait pour changer la donne? Merci beaucoup. Disons que le cadre depuis 2000, sur la décennie 2003-2014, sur les 11 dernières années, en dehors de l'année 2015, le cadre fait partie du trio de tête des pays d'Afrique subsaharienne en termes de croissance. Donc le cadre ne connaît pas de crise économique depuis quelques années. Cette année, avec la chute des cours du pétrole, le gouvernement fait face à un reflux des recettes, comme tous les gouvernements des pays producteurs, et il est en train de prendre l'ensemble des mesures nécessaires de financement, mais également d'économie pour juguler cette situation. Et je pense que les choses se normalisent et entrent dans la bonne direction pour que l'économie reparte de plus belle en 2016. Alors pour finir, quelles sont les perspectives en zone CEMAC, monsieur le gouverneur? En zone CEMAC, nous sommes totalement et définitivement lancés dans l'intégration, qui est la clé de voûte, qui est le seul chemin que nous estimons pour que nos pays soient compétitifs, pour qu'on ait un marché suffisant. Nos pays se connaissent de plus en plus, les jeunes voyagent, la formation, le dynamisme. Il y a de plus en plus de routes sous-régionales, des corridors, des ponts qui se construisent entre les pays. Et Inch'Allah, l'avenir sera encore plus radieux pour les pays de la CEMAC. Okay, merci monsieur le gouverneur d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci beaucoup pour Africa 24 et pour tout ce travail que vous faites pour l'Afrique. Après monsieur Taïd Hamid Nguiling, nous allons recevoir monsieur Moutagassi. Il est de l'agence des promotions des investissements et des grands travaux. Mais pour l'instant, vous pouvez le constater, la deuxième édition du Rebranding Forum suit son cours ici à Bruxelles avec les panels derrière nous. Direct de ce deuxième panel qui suit son cours, un panel consacré à l'innovation au cœur des investissements, donc direction à Bruxelles. Tour sur Africa 24 pour notre édition spéciale consacrée au forum Rebranding Africa 2015. Direction donc Bruxelles pour rejoindre Paul de Singwe. Il est l'un de nos envoyés spéciaux pour cet événement exclusif proposé par Africa 24. Les participants sont nombreux. Ils sont là pour penser et repenser le modèle de croissance africain. Paul de Singwe est donc en compagnie de monsieur Moutagassi. Il est le directeur de l'APIX. L'APIX qui est donc l'agence de promotion des investissements au Sénégal. Sénégal qui, rappelons-le, est cette année pour cette deuxième édition, le pays mis à l'honneur pour ce Rebranding Africa Forum 2015. Nous allons donc essayer de rejoindre Paul de Singwe en direct de Bruxelles. Il est accompagné de monsieur Moutagassi. Merci de répondre aux questions d'Africa 24. Je rappelle, vous êtes le directeur général de l'Agence de la promotion des investissements et des grands travaux au Sénégal. Justement, plusieurs pays africains se dotent de plus en plus d'une agence pour faire la promotion de leurs investissements. Mais pour quelle finalité, en fin de compte? Pour le cas du Sénégal, par exemple, est-ce que vous pouvez nous tirer un bilan? Merci. Je pense qu'il a été dit clairement que l'Afrique dispose de principaux attributs, à savoir 15% de la population mondiale, un taux de croissance de l'ordre de 5%, donc au-dessus de la moyenne mondiale. L'Afrique dispose aussi de 37% des terres irrigables et cultivables du monde. Et aussi, les investissements directs étrangers africains ont connu un bond de 20% depuis 2007, de manière soutenue. Et aussi que l'Afrique dispose de 300 millions de personnes qui font partie de la classe moyenne aujourd'hui. Dans ce registre, dans l'exemple du Sénégal aussi, les opportunités d'investissement en termes de possibilités d'attirer les investisseurs sont énormes. C'est dire que dans cette fenêtre de temps,
pendant laquelle l'économie chinoise, qui a tiré l'économie mondiale et l'offre africaine, commence à ralentir, il est urgent que les économies africaines ou les pays africains s'adossent de bras opérationnels qui auront la possibilité de vendre la destination africaine, notamment sénégalaise pour notre cas, qui permettront à travers deux aspects fondamentaux, c'est-à-dire un environnement des affaires de classe mondiale, en accompagnant les ministères sectoriels à pouvoir dérouler des réformes majeures et courageuses d'une part, et d'autre part une formalisation claire des opportunités d'investissement à travers des batteries de projets. Alors, je vous pose la question quand même, comment accroître le taux d'investissement en Afrique et quel regard portez-vous sur ce nouveau type de financement qui est les PPP, les partenariats publics-privés? Voilà, vous savez, pour tirer les investisseurs, partons du postulat que l'Afrique ou le Sénégal, en tout cas, dispose de réelles opportunités, il faut travailler sur l'environnement des affaires. Trois aspects fondamentaux. Aller vers la réduction des délais de délivrance des actes administratifs à travers une administration de services largement dématérialisée. Deuxièmement, travailler sur l'environnement juridique et fiscal et en la matière, travailler donc sur les notions de partenariat public-privé. Parce que la réalisation d'une Afrique moderne et en croissance nécessite l'implication du secteur privé. Les pays africains à eux seuls ne peuvent pas financer leur développement. Donc c'est pourquoi au Sénégal, nous avons travaillé sur les lois promulguant le partenariat public-privé. Cette loi a été votée en février 2014 permettant aux investisseurs privés de venir s'adosser avec le Sénégal pour développer les infrastructures. Le Sénégal en a d'ailleurs un exemple concret, c'est l'autoroute à péage. Donc Dakar-Diamniadio qui a été donc inaugurée au 31 août 2013, autoroute formant partenariat public-privé et qui fonctionne à merveille. Et c'est ce postulat qui est offert aujourd'hui à l'ensemble des 27 projets phares du plan Sénégal émergent qui consacre une transformation structurelle de l'économie sénégalaise avec une société solidaire et dans un état de droit. C'est ce cadre-là auquel viendra s'adosser des réformes foncières, c'est-à-dire l'accès au foncier est aussi un élément fondamental en termes de sécurisation et mettre les investisseurs en confiance. En la matière, le Sénégal a gagné 31 places dans la dimension protection des investisseurs lors du dernier classement Doing Business. C'est pour nous ces trois aspects fondamentaux, l'environnement des affaires, bonne gouvernance et transformation structurelle de l'économie, de booster les investissements africains. Alors, quelles sont les perspectives économiques du Sénégal et comment voyez-vous l'économie africaine au cours des 10 prochaines années, par exemple? Très bien. La perspective de l'économie sénégalaise part de la vision de son excellence le président Macky Sall à travers le plan Sénégal émergent, qui a donc une ambition d'émergence à l'horizon 2035. Cette ambition d'émergence à l'horizon 2035 s'appuie sur 3 horizons temporels. Déjà à l'horizon 2017, nous avons une ambition d'afficher un taux de croissance de notre PIB de 7% de manière soutenable et durable. Nous avons terminé 2014 à un taux de croissance du PIB de 4,7%. Et la perspective de 2015 est de 5,4%. Je rappelle simplement qu'en 2011, le Sénégal avait un taux de croissance de 1,8%. C'est dire que les projets qui ont été déjà lancés au Sénégal à travers le plan Sénégal émergent donnent leur contribution à la croissance, on crée de la richesse, on fait la promotion des investissements à fort impact social et c'est ça qui permettrait de générer l'économie sénégalaise et tirer vers le haut avec une vision de croissance inclusive en impliquant l'ensemble des populations. Merci Monsieur Moutagassi d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Avant de vous rendre l'antenne, je rappelle qu'à l'issue de ce forum, certains dirigeants qui se seraient illustrés tout au long de l'année par leur performance recevront un prix. Ils seront récompensés ce soir à l'issue de la cérémonie des Rebranding Forum Awards. Tournons en direct de Bruxelles pour suivre les débats.